Chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue à un autre épisode du podcast Jamais assez. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. J'ai le privilège de recevoir un de nos premiers étudiants étrangers. Donc, on reçoit Benjamin Coty, un physio de la Suisse. Il va nous parler de son parcours de physiothérapeute spécialisé en prise en charge des cyclistes, en bike fitting. Vous allez voir, c'est une conversation super intéressante. Vous pourriez penser peut-être que ça s'adresse uniquement à celles et ceux qui sont intéressés par la formation, mais détrompez-vous. On commence par un premier 15 minutes de l'entrevue qui est consacré à un cas complexe avec une personne qui avait des douleurs au niveau génital, des plaies. Donc, si vous êtes une ou un cycliste qui a vraiment des inconforts au niveau de la selle de vélo, ça va être un épisode fort intéressant avec plusieurs trucs, plusieurs astuces pour essayer de résoudre ces problèmes-là. Et donc, vous allez pouvoir tirer parti de ça. Si vous êtes un étudiant, bien, vous allez trouver cette rencontre pas mal intéressante parce qu'on va parler de la mise en place d'un service de bike fitting, d'études posturales en cabinet. On va parler de tout le démarchage, des enjeux au niveau du marketing. Donc, c'est un épisode fort intéressant. Je vous remercie d'être encore à l'écoute avec nous. On est dans notre 3e année de production de podcast avec la clinique Physio Vélo, le podcast Jamais assez. On est rendu à plus de 40 épisodes et c'est vraiment un privilège de pouvoir savoir que vous allez être au rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur Apple Podcast, sur Spotify, sur la plateforme que vous utilisez. Sans plus tarder, je vous laisse sur l'entrevue avec Benjamin Coty, physiothérapeute en Suisse. On commence par ton cas complexe? Ouais. Ah ouais, on peut commencer avec ça. Ton cas complexe? Ah ouais. Ouais, ben la première fois qu'on sort du cadre, je pense que c'était intéressant. Ouais. Fait que ça, c'est arrivé après combien d'années de pratique? C'est arrivé cette année. Ouais, c'est parlé quand? C'est au début de l'année? C'était au début de l'année, quand j'ai starté le nouvel endroit, là, right? Ouais, exactement. Parce que ton bail commençait en février? Ouais, j'ai pris les clés le 1er février, ouais. Ouais. Fait que là, t'as eu, c'est quoi, c'est dans tes premiers patients? Là, tu t'es dit, j'ouvre un local, puis finalement, c'est parti. T'as eu un cas clinique vraiment difficile, genre, puis t'étais-tu découragé? Ouais, mais je l'ai eu quoi? C'est venu pas longtemps après, ouais. Puis là, parle-nous un peu de ce cas-là, là. Où est-ce que t'étais dans tes repères, puis qu'est-ce qui a tout pas fonctionné? Genre? Bah, déjà, j'ai fait l'évaluation. Ouais. Et je me suis dit, ah ouais, ok, c'est un cas facile. Ah ouais, hein? Typique, elle est trop haute. Ouais. Elle est trop en arrière. Fait que là, t'avais fait déjà ton éval musculo, tu l'avais mis sur le bike, puis t'étais comme, ça, c'est genre de la poutine, dans le sens que ça une rentre... lettre à la poste, ça va aller tout seul. OK. Là, Première erreur! Ouais, c'est ça. La selle est trop inclinée. Ouais. OK, donc on commence. Ouais. Et là, elle dit, pas mieux. Mais elle vient pourquoi? C'est quoi son motif de consultation? Motif de consultation, inconfort sur la selle. Ouais. Plus partie génitale ou plus... Ouais, partie génitale, avec vraiment les notions d'irritation, des plaies, des abcès. Ouais. Donc ça va... Elle est avancée dans sa problématique. Elle est très avancée, ouais. Et... C'est-tu la première fois que tu avais une problématique comme ça, de plaies plus partie génitale? Autant, oui. Ouais, autant, ouais. Alors, elle venait avec, c'est ça. Et puis... D'emblée, c'est quand même tough parce qu'ils sont déjà très irrités. Ils roulent malgré ça. Ouais. Tu sais, plein d'affaires que donc elle a déjà poussé assez loin, quoi. C'est ça, tu sais. Chose que toi, tu te rendrais même pas là parce que tu te dirais, il y a quelque chose à régler avant. Ouais, ça, c'est tough. Et puis, du coup, on a commencé les ajustements. Donc, je lui explique un peu ce qu'on va faire. Je dis, voilà, voici le plan de match. T'es un peu haut, t'es un peu en arrière. La triade du cycliste, tu tombes en avant, ça t'écrase. OK. Là, j'ai ri parce que tu m'as raconté ça au début de l'année quand on s'est appelé sur WhatsApp. Puis en tout cas, je me rappelle de ton découragement. Et puis, je commence les ajustements. Et puis, en fait, il n'y a rien qui allait, quoi. Ouais, c'est ça. Tout allait à l'inverse. Parce qu'on peut peut-être aller avec qu'est-ce qu'on avait comme résultat attendu quand tu as fait chacun de tes interventions. Ouais. C'est une émission. C'est un podcast. C'est un épisode qui s'adresse aux gens qui travaillent en bike fitting. Fait que parle-nous là, concrètement de pourquoi tu as pris la décision de faire telle intervention, puis qu'est-ce qui est arrivé comme résultat, puis qu'est-ce que tu as fait après? Bah, du coup, motif de consultation principal, j'ai des inconforts au périnée, ça frotte, je suis pas confortable. La personne, elle est trop haute, ok, je descends la selle. Angle au genou à combien? On était 28, 29 à peu près, donc sous les 30. Donc on descend. Et ça amène pas plus de confort. Non. Donc, tu continues un petit peu à descendre, tu viens chercher un 32, tu dis, en théorie, on est pas mal, ça amène toujours pas de confort. Donc, la première chose. Entre-temps, je réajuste un tout petit peu l'inclinaison de la selle qui était à moins 7 quand même. Donc moins 7, là. C'était intense. Un vrai toboggan. Un vrai toboggan, piste de ski. Mais elle avait fait ça parce qu'elle avait des douleurs. Exactement. C'était sa compensation à elle pour essayer de décomprimer ça. Et elle était pas si mal. Mais le fait de ramener la position de la selle dans une position qui était en théorie un peu plus neutre, ça améliorait pas du tout la situation. Parce qu'elle a
retrouvais en contact avec le devant de la selle. Ouais, exactement. Exactement. Je sentais beaucoup partir vers l'avant. Il y avait une notion d'inconfort aussi au niveau des mains, pas mal de poids dans les mains. Donc plus on avançait, plus moi j'étais perdu. Plus tu avançais la selle, tu veux dire? Pardon, plus j'avance, plus la séance avançait. Ouais. Plus moi j'étais perdu au fond de moi-même. Ouais. Plus j'essayais de pas le montrer. Ah, c'est tellement difficile. Donc je me rappelle, je prenais des respirations. Je regardais, alors comment ça va? Ah, ça va toujours pas mieux. Ok, pas de problème. On va essayer autre chose. Et dans ma tête, c'était la tempête. Oh ouais. Donc on a été comme ça petit à petit. L'avantage, c'est que j'ai été clair sur, ok, en fait, chaque personne est différente. Et ça peut pas matcher tout de suite. Moi, c'était des propositions que je te fais, on verra où ça va aller. Ouais. Et en fait, elle a accroché. Et elle a dit, elle était ouverte à trouver une solution conjointe. Ouais. Genre, elle était comme, on va dialoguer, puis on va... Ouais, exactement. Puis elle a joué le jeu. Première séance, finalement, ça n'a pas été. Elle m'a rappelé. Elle m'a dit, OK, Ben, tel élément, c'est peut-être un peu mieux, mais c'est pas parfait. Donc, elle est revenue en suivi une deuxième fois. T'étais comme, phew, elle a gardé confiance. Elle a gardé confiance, ouais. Donc, ça, c'était chouette. Parce que là, tu m'avais-tu appelé après cette première séance-là? Ouais, exactement. Okay, cool. Un peu en panique en disant, je comprends pas. Ouais. Finalement, elle est revenue. Ouais. Puis la deuxième séance, c'était on teste plein de sels. Parce que ça allait toujours pas. Puis malgré, là, finalement, sur le papier, en théorie, elle était considérée... Elle était dans le cadre. Ouais, dans le cadre, exactement. Sur tous les points. Donc finalement, on s'est dit, tiens, c'est peut-être la forme de la selle qui lui convient pas, puis il lui faut peut-être un petit peu autre chose. Ouais. Parce que là, dans le cadre, là, pour bien situer, mettons, la personne qui écoute l'épisode, ça veut dire que son angle au genou, somme toute, dans la fenêtre d'opportunité, là, 32-40, le genou au-dessus de l'axe de la pédale. Exactement. Nickel. L'inclinaison de la selle, la patiente est stable. À quelque chose de... Ouais, exactement. Elle glisse pas. L'angle au tronc, l'angle à l'épaule. Ouais. Sur le papier, ça semblait pas mal. C'est ça. Là, c'est genre le cas classique que tu regardes le patient puis tu te dis, merde, qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé là? Exactement. Fait que là, quand tu as réécrit, qu'est-ce qu'elle a mentionné qui s'était peut-être amélioré? Bonne question. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a peut-être dit qu'elle avait peut-être un petit peu de moins de poids dans les mains. OK. Ouais, parce que là, tu l'avais stabilisé sur la selle. Fait que ça, c'était déjà cohérent avec ce que tu connaissais. Elle avait moins d'inconfort, je pense, au niveau des membres inférieurs genoux. Vu qu'elle était moins haute... Elle stabilisait mieux, elle était plus capable de pousser. Avec une meilleure sensation de fluidité au niveau du pédalage. OK. Mais ça résolvait pas, ça améliorait pas son périnée. Exactement. Ouais. Donc, il y avait toujours un peu ce point central qui posait problème. Ouais. Mais là, à ce moment-là, quand elle est revenue te voir, est-ce qu'elle avait encore des plaies? Ça revenait toujours. C'était pas parfait. OK. C'était pas parfait. Puis là, qu'est-ce qui t'a allumé la cloche de dire on va faire des tests de sel? Ce qu'il y a, c'est qu'en théorie, il manquait quelques millimètres. De largeur. Fait que t'avais fait la largeur ischion. Exactement. Et puis, on s'était rendu compte que ça aurait pu être intéressant d'avoir quelques millimètres en plus de largeur. OK. C'est une personne qui est très très souple. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, bon, s'il y a un petit peu moins de largeur, ça pose moins de problèmes. Vu qu'on est enroulé peut-être un peu en antéversion, puis qu'on est sur une partie plus étroite. Exactement. Okay. Peut-être qu'elle vient en contact avec les rameaux pubiens. On peut peut-être accepter le fait qu'on soit à 145 de largeur de selle plutôt que 150. Ça n'a pas marché. En tout cas, je me suis dit, pourquoi pas. En fait, j'avais laissé dans intervention à venir par la suite, on avait laissé cette question ouverte. Quand elle était repartie la première fois, je lui ai dit, on laisse ça ouvert. On a tout fait ça, mais il nous reste ça aussi. Donc en fait, je pense que c'est aussi pour ça qu'elle est revenue. Elle dit, OK Ben, ça c'est mieux, mais pourquoi pas tester finalement cette histoire de sel? Pourquoi pas en tester d'autres? Donc là, on a commencé et là, j'ai pris tout ce que j'avais. On les a toutes passées, toutes. Jusqu'à arriver à une selle qui semblait convenir. OK. Où est-ce qu'elle s'assoyait vraiment sur une surface principalement osseuse? Et c'était une selle où moi j'avais un petit peu de l'appréhension à lui donner parce que vu qu'elle avait des notions de plaie, d'irritation, cette selle me semblait un peu dure. J'avais peur, il y avait moins de padding. Donc je me dis, je vais peut-être pas lui la donner. Ouais, je vais peut-être pas lui la donner parce que je dis, celle-ci elle est un peu bout de bois, je l'ai déjà testée personnellement, j'ai peur que tu sois inconfortable dessus. Je dis, testons quand même. Puis là, ça faisait déjà 1 heure qu'on testait des selles, qu'on les enlevait, qu'on les remettait, franchement, il n'y a rien qui allait. Et là, on teste, elle me dit, je suis dégagé en avant, j'ai plus de pression partie-génitale. On tient quelque chose là. Parce que probablement qu'elle était justement plus bout de bois, fait qu'il y avait moins de matériel. Ouais, la forme était différente, la selle était un peu plus plate, elle était moins curved, moins banane par rapport à ce qu'elle avait l'habitude d'avoir. Et puis là, il y a quelque chose qui est ressorti de positif qu'on n'avait jamais eu jusqu'à maintenant. Là, c'est dit... OK, peut-être quelque chose, C'est peut-être dans ta tête, les gars. Exactement. Sauvé. Déjà quelque chose, quoi. OK. Puis elle devait partir 1 semaine en bikepacking les semaines suivantes. Oh man, ça, donc là, c'est tellement stressant. Là. Ça, c'était le stress de se dire, mince, peut-être que je lui ai fusillé son voyage, ou peut-être que ça va passer. En même temps, elle,
elle est très consentante à faire son voyage de bikepacking malgré ses blessures. Ça faisait combien de temps qu'elle gérait ces blessures-là? Une année et demie. Ça faisait déjà un moment que c'était là, ouais. En tout cas, plus d'une saison. C'est quelqu'un qui peut rouler puis endurer beaucoup d'inconfort, beaucoup de douleur. Là. Exactement. Fait que là, tu as mis la selle, puis... Exactement. Et en fait... As-tu fait des ajustements au niveau de la hauteur, tout ça? Et puis là aussi, c'était intéressant. T'as décidé de faire quoi? Au genou, au cops, tout ça? J'ai décidé de sortir complètement du cadre. Nice. Et de me baser 100% sur ce qu'elle me rapportait en termes de subjectif. Donc là, je me suis dit, OK, mais je laisse complètement la théorie de côté. Ça n'a pas marché le premier coup. Donc là, on va aller... je naviguais, franchement, je naviguais à vue. Et je me suis dit, on verra. À l'écoute. Tu naviguais à l'écoute. Exactement. Je fermais les yeux et j'écoutais ce qu'elle me racontait. Et puis là, j'ai commencé à mettre en avant des tendances. Ah, OK, tiens, si je la ramène un peu en arrière, si je mets un cops un peu behind... Parce qu'elle sentait qu'elle était trop avancée? On était bien au-dessus, mais le fait de la reculer, j'étais là, est-ce que ça va favoriser une petite rétroversion? Elle me dit, ah tiens, c'est mieux. OK. Ah, pas mal, OK. Puis j'ai commencé à aller comme ça, puis à faire des interventions qui donnaient des sensations qui allaient plutôt à l'inverse de ce que tu avais l'habitude de voir. Et puis petit à petit, comme ça, on a réussi à construire quelque chose qui semblait lui convenir. Et puis elle a pu faire son voyage de backpacking et elle m'a dit, c'était malade. J'ai enfin fait du vélo sans douleur. Exactement. Elle m'a dit plus de furoncle, plus d'abcès, plus d'irritation. Effectivement, c'était dur, mais ça m'a pas du tout dérangé. Ouais, c'est ça. J'étais assis à la bonne place sur ma selle. Fait que là, c'est quand même c'est un bon changement de. C'est une bonne. C'est comme un moment clé dans ton parcours. Ouais, exactement. Parce que là, Benjamin Coty, physiothérapeute en Suisse, Physiobike, la santé des cyclistes. Un super nom d'ailleurs. Tu as ouvert ta clinique, tu as commencé ton parcours en 2021. Ouais. Puis rapidement, on a reçu des DM. Ouais. C'était-tu des DM? C'était sûrement des DM ou des courriels, je sais pas. Je pense qu'au début, je vous ai écrit sur Instagram. Ouais. Fait que là, tu es venu en stage au mois de septembre 2022. Ouais, exactement. Une semaine complète. On s'est dit, bon, le mec a l'air motivé. On va faire un spécial pour Benjamin. Fait que tu es venu une semaine en stage pour faire ton niveau 1. Ouais. Puis là, t'as quand même presque seulement 14-16 mois après, tu as ouvert ta clinique. Ouais, exactement. Tu faisais ton activité au sein d'un cabinet au départ, je pense. Au sein d'un... Ouais, exactement. C'était quoi, le local? Dans un centre médical. Oui, c'est ça. J'étais dans un grand centre de médecine du sport au début, où je travaillais en parallèle à l'UCI pour suivre les équipes de piste, de route, mountain bike et puis BMX. Donc j'étais le physio un peu référent là-bas. J'avais déjà un peu cette partie physio-cycliste. Ouais. Et puis, j'ai eu la place dans ce centre médical sport de pouvoir développer cette activité bike-fit. Puis à ce moment-là, quand tu étais à l'UCI, est-ce que tu as un mandat de prise en charge d'ajustement sur un vélo ou pas du tout? Zéro. C'est ça. La porte est complètement fermée. C'est les mécaniciens qui s'occupent de ça. Ouais. Qui ont toujours fait ça. Puis, c'était vraiment pas possible de toucher à ça. Ouais. Puis là, dans le fond, est-ce que tu te retrouvais à faire un peu comme... je me rappelle, en France, avec la Fédé, plusieurs kinés qui suivent les cyclistes me disaient on travaillait sur des bateaux qu'on réglait pendant quelques heures, 24-48 heures, et qui revenaient en se disant c'est certainement causé par le vélo, mais on n'a pas accès à intervenir. Ouais, c'était la même chose. 100% ça. Et j'avais pas encore les compétences et les connaissances nécessaires pour pouvoir approfondir plus loin, mais je voyais que ça coinçait, puis je pouvais pas aller beaucoup plus loin. Ouais, tu voulais pas te lancer sans compétences. Là. Je pense que c'est tout le temps un peu la même chose. Là. Moi aussi, les gens me demandaient est-ce que tu peux faire du bike fit vu que tu es physio puis tu connais la mécanique. J'étais comme, je ne vais pas toucher à ton vélo. Je sais tellement l'impact négatif que je peux avoir si je fais quelque chose de néfaste que je me lance pas là-dedans. Fait que là, à quel moment tu vois l'ouverture de bike fitting? C'était-tu après avoir comme découvert physio-vélo puis dire il y a une pratique qui existe là-dedans? Parce que dans ton cabinet de sport, est-ce que tu as eu l'ouverture pour faire du bike fitting? Ouais, l'intérêt de pousser la prise en charge cycliste est venu un petit peu avant. Okay. J'étais dans un autre cabinet de physio. J'avais fait la formation en ligne. Pas encore, justement, mais je faisais un peu de la prise en charge du coureur. Ah ouais. Puis là, je me suis dit, OK, mais moi, je suis cycliste. Si je veux voir un physio qui est spécialisé pour les cyclistes, si moi, j'ai un problème avec mon sport, je vais voir qui? Et là, la question, c'est... Je pouvais pas y répondre. Il y avait personne. Donc, j'étais là, pourquoi pas approfondir ça? Et c'est à ce moment-là où je suis tombé sur les vidéos YouTube de physio-vélo. J'ai noté physio-vélo sur YouTube. Et là, je tombe sur Guillaume.
qui faisait des vidéos. 75% des vues de notre chaîne est faite en Europe. Ouais. Les gens au Québec n'écoutent pas ça, mais en Europe, tout notre contenu est visionné là-bas. Ouais. Chers auditrices, chers auditeurs, je vous interromps, je suis désolé. C'est important de savoir que la majorité des gens qui écoutent le podcast, vous êtes déjà plus de 100 000 à avoir téléchargé un podcast Jamais assez, ne sont pas abonnés. Donc, si vous voulez être certain de nous retrouver la semaine prochaine, en 2025, on sort un podcast par semaine. Assurez-vous de vous abonner sur vos plateformes d'écoute afin qu'on puisse se retrouver dans une semaine. C'est pas plus long que ça. Je vous laisse de retour à l'épisode. Ciao! C'est quoi le premier que t'as checké? C'est par curiosité. Oh, je me rappelle plus du tout. Parce que nous, les plus vus, c'est genre recul de sel, installation des cales. C'est comme les plus... Sincèrement, je sais même plus laquelle vidéo j'ai regardé. Puis est-ce que t'as compris l'accent d'emblée? Oui? T'étais venu au Québec? Ah oui, j'étais venu 10 ans plus tôt. Donc j'étais déjà conquis. L'oreille était aiguisée. OK, parfait. Mais quand même, là, entre le moment où tu vois une vidéo YouTube puis tu te dis je vais dépenser de l'argent, il y a un moment où il faut que tu fasses le saut. Là. Ouais. Comment t'as décidé de faire le saut? Tu t'es dit, c'est sûr que je peux... Sincèrement, je me suis pas trop posé de questions. T'avais-tu vu qu'on avait une clinique ici? Ouais. Okay, moi, j'ai vu qu'il y avait la clinique. Un service qui et en fait, c'est ça. C'est que j'ai vu qu'il y avait une clinique et j'étais là, ça a l'air génial. C'est exactement ça que je veux faire. Ouais. Comme moi quand j'étais allé à Seattle. Et puis, la question se posait même pas. J'étais là, OK, ça a l'air tellement évident. Oui, mon métier de physio pur m'intéresse, mais... dans le rythme de travail, dans ce que tu fais de tes journées, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Ouais. Et mon but, c'était de me spécialiser. Et puis, si je pouvais le faire en plus au sein du monde du vélo, j'ai tout gagné, quoi. Ouais, t'as gagné le gros lot, c'est clair, là, parce que là, maintenant, tu as ton horaire rempli, tu me disais quoi, 90%? Ouais. De bike fit. Ça fait combien de bike fit là, par semaine que tu vois à l'heure actuelle, là, 3 ans après avoir commencé ton parcours? Écoute, là, si on prend les mois où il y a eu vraiment beaucoup de monde cet été, je devais être entre 6, 8 bike fit, avec peut-être 1 ou 2 suivis en parallèle, donc ça faisait vraiment des bonnes semaines. Ouais, parce que là, ton temps de séance, c'est quoi en ce moment? Pour un bike fit en éval? 2h30. 2h30? Ouais, la séance complète, ouais. OK, fait que tu fais quoi, 3 par jour? Maximum. On t'a un peu brûlé après 3, hein? Ouais, exactement. Vu que c'est des séances intenses, tu parles beaucoup, tu fais beaucoup de choses, il me faut toujours un bon 15-20 minutes à la fin pour souffler un coup. Souffler un peu, ouais. Ouais. Et, donc, je mets 2 plages horaires par jour. OK. Puis après, j'ai des séances de suivi encore qui vont se caler un peu entre deux. Ouais. Puis t'as de la physio aussi conventionnelle encore. Là, mais très peu. Puis est-ce que tu as eu un parcours de client, mettons, où est-ce que tu avais un client qui était en musculo-squelettique qui venait faire un bike fit? Est-ce que tu as un parcours de client où est-ce que la personne vient faire une prise en charge d'un bike fit puis devient un client? Ou est-ce que c'est pas les mêmes clients? Les patients qui viendraient en physio après viennent faire du bike fit avant. OK. Et puis, ce qui m'a amené le plus de personnes, le plus de cyclistes, c'est que début 2023, j'ai fait cette vidéo avec Marjorie. Ouais. Et puis, en fait, ça m'a lancé la saison de 2023 comme jamais. Puis Parce que cette vidéo-là était diffusée sur YouTube. Ouais, exactement. Puis là, t'étais comme... t'étais le messie. Exactement. Et j'étais là, c'est ça qu'il me faut. Ben, t'étais l'expert, là, dans le fond, qui l'aidait, qui l'accompagnait dans son bike fit. On peut aller voir cette vidéo-là, d'ailleurs, sur YouTube. Ouais, exactement. Exactement. C'est quoi le nom de la vidéo? Je me rappelle pas. C'est mon bike fit 2.0 avec Benjamin Coty de Physiobike. Nice. Donc, la vidéo est un peu longue, elle dure 25 minutes, mais ça donne, finalement, on filme une séance. C'est ça. Comment ça se passe du début à la fin avec l'évaluation, les points clés, etc. Exact. Avec un cas clinique qui était super intéressant. Le cas de Marjorie était super intéressant. Pas mal de choses à faire. Ouais. Donc, on peut bien se rendre compte ce qui se passe dans une séance en regardant cette vidéo. C'était qui C'était quoi la culture bike fit qui existait avant que tu arrives dans le portrait, dans ta région? Tu peux peut-être nous parler un peu de la région où est-ce que tu es, là? Ouais, donc du coup, j'habite sur l'Arc lémanique, au bord du lac Léman en Suisse, donc dans la partie francophone en Suisse. Et le bike fitting existe en tout cas surtout dans les bike shops du coup. Donc c'est les mécaniciens qui s'en occupent et je trouvais que l'image qui était véhiculée des bike fit n'était pas très très bonne. Les gens étaient souvent ils disaient c'était pas mal mais pas parfait. C'était un peu ça qui ressortait. Et c'était un peu ça. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient comme à la recherche de mieux ou c'était juste comme... pas forcément. Les gens, ils savaient qu'il y avait ça, ils allaient faire ça sans être 100% satisfaits, puis sans forcément vouloir chercher beaucoup plus loin. Puis parle-moi de tes premiers clients, comment ils ont décidé de venir te voir? Parce qu'ils se sont dit, mais vous êtes physio, ça coule de source. C'est vous que je dois venir voir. Puis les gens, ils ont l'impression de, vous venez combler un manque.
Comme s'il y avait vraiment cette lacune à combler, puis ok, Ben, là, t'es là pour... c'est vraiment ça qu'il faut. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné comme rétroaction rapidement sur les différences, ou qu'est-ce que justement tu venais combler? C'était-tu l'écoute? C'était quoi? Ouais, l'écoute beaucoup. Ouais. L'évaluation clinique, où là, ils se rendent compte qu'il y a une réelle plus-value. Ok, en fait, j'ai mal au genou, j'ai mal au dos. Tu viens évaluer le pourquoi, du comment, tu arrives vraiment à comprendre. Il y a toute la partie éducation aussi, qui fait partie de notre rôle de physiothérapeute. Donc, c'est, je pense, une grosse plus-value aussi au sein des séances, où on leur explique les choses, on fait le lien entre la mécanique du corps, la mécanique du vélo. Puis, une des choses que j'ai discuté dans un autre épisode avec Pascal Plon, qui est aussi en Suisse, lui, tu sais, quand il a commencé le bike fitting, il avait déjà 20 ans de physio derrière la cravate. Puis je lui disais que moi, de mon côté, ça avait pris plus de temps à faire confiance au fait que c'était vraiment le fait que je sois physio qui me donnait ma légitimité dans la qualité de mon travail. Parce qu'au début, tu sais, j'ai juste été j'avais gradué depuis 3 ans avant de faire du bike fitting pour la première fois. Mais j'avais travaillé dans le bike shop, fait que j'avais confiance en mes habiletés de mécanique. Je fais du bike fit. Puis là, finalement, maintenant, après 10 ans, je me rends compte que ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment... On dirait que je suis plus convaincu qu'avant que c'est le fait que je sois physio qui me rend bon. Avant ça, je me faisais pas confiance parce que j'étais un bébé physio, un physio débutant. Puis j'avais pas confiance. T'sais, moi, je trouve que ça prend du temps. Ça prend au moins... Je pense que ça a pris 10 ans avant que je commence à être comme confiant un peu de ce que je faisais comme travail de physio, parce que, tu sais, à l'université, tu apprends des outils, tu apprends des trucs, mais finalement, quand tu te retrouves sur le terrain, les trucs marchent. Tu te rends compte qu'il faut tout déconstruire. C'est ça. Fait que toi, quand est-ce que tu as commencé à prendre confiance? Tu sais, parce que la situation que tu m'as racontée au début de l'épisode, c'était quand même une situation où tu perds confiance, que tu te questionnes, puis là, finalement, le processus d'intégrer cet événement-là fait que j'ai l'impression que tu regagnes confiance. Complètement. C'est quoi ça, ce processus-là, pour regagner confiance? La question, c'était de savoir à quel moment je me suis senti en confiance par rapport à la physio. Parce qu'avant ce patient-là, tu étais confiant. Ouais, c'est ça. Puis là, tu perds confiance à ce moment-là. Tu sais. Mais tu vois, déjà, dans mon... on va dire, au sein de ma petite carrière de jeune physio, je pense qu'il m'a bien fallu 4-5 ans. Donc moi, j'ai été gradué en 2017. Et je pense que les 3-4 premières années, il n'y avait pas une semaine qui se passait sans que cette situation de perte de confiance arrivait. C'était quand même assez intense. C'est tough au début. Et en fait, puis je pense que c'est pour ça que j'ai monté aussi Physio Bike maintenant, que c'est venu à ce moment-là, c'est que là, je suis arrivé à peu près à 5-6 ans de pratique. Et je commence, comme tu viens de le dire, je commence maintenant à me sentir légitime, à me dire, OK, maintenant, je suis capable d'évaluer plus ou moins n'importe quelle situation. Si je ne suis pas capable de le faire, je suis capable de reconnaître mes limites. Je viens de te dire que je ne suis pas capable. Exactement. Donc, ça prend du temps. Prend du temps. Et même chose pour le bike fit. De nouveau, là, ça fait... Je pense que ça va bientôt faire 3 ans que j'en fais. Beaucoup plus maintenant. Il n'y a que maintenant que je commence vraiment à me sentir en confiance, légitime. Et encore, j'arrive à être déstabilisé, c'est clair. Et puis, il faut rester ouvert au fait que qu'on l'échappe. Là. Ça va tout le temps se passer, quoi. Quand tu sais, un des éléments dans cette histoire-là de ton cas clinique que tu as raconté au début, tu sais, c'est de revenir à... C'était vraiment bon ton image de dire j'ai fermé les yeux puis je suis allé, tu sais, finalement, j'ai juste écouté, tu sais, parce qu'au final, une des choses aussi que Pascal m'a mentionné dans son entrevue, c'était écoute le patient, il va te dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Puis tu sais, au final, c'est ça qui est arrivé, c'est juste que là, c'était comme écoute le patient, il va te dire tout le contraire de ce que tu as appris dans ta théorie, mais au moins, tu sais, tu vas naviguer le... C'est la personne en face de toi qui a les clés et qui te montre le chemin qu'il faut suivre. C'est ça. Et quand tu as compris ça, mais je trouve que c'est quelque chose qui est difficile à intégrer. C'est parce que c'est comme de la poésie. Là. T'es comme, moi, je veux pas de la poésie, là, je veux de la théorie pour travailler mon bike fit. Exactement. Puis quand tu as compris, moi, je pense que c'est à peu près depuis l'année passée que j'ai compris à quel point la partie anamnèse, entrevue, en fait, te donne toutes les clés. Toute la direction. Quand tu as compris que, OK, laisse parler la personne en face de toi, essaie de comprendre à 100% pourquoi est-ce qu'elle est devant toi. Qu'est-ce qui va impacter sa pratique, etc. J'ai posé la question, puis j'étais fier de ma question, alors je te pose ma question. Comment tu fais pour créer justement cet espace-là pour que la personne puisse s'exprimer? Parce que, tu sais, dans le culture vélo, culture bike fit, c'est pas un espace où on dialogue. Mais par contre, on a le badge physio qui vient genre un peu dire voici le contexte dans lequel on va aborder la problématique de ton vélo. C'est un contexte de physiothérapie. Fait que tu es conscient que... C'est quoi tes trucs pour laisser un espace justement où la personne peut s'exprimer? Effectivement, je pense que le fait que tu sois physio, la personne elle est déjà plus à l'aise à se livrer face à toi. Donc, elle a déjà confiance en ça.
Ouais, puis il faut laisser parler la personne. Peut-être qu'il y en a d'autres qui seront peut-être un peu plus craintives et puis qui vont peut-être te donner moins d'informations. Juste respecter ça, laisser l'espace ouvert, pas trop orienté, laisser parler la personne aussi. Accepter les silences aussi, des choses un peu toutes simples qui font que la personne, elle se livre un peu plus. C'est vrai. Des fois, on est comme... Tu d'autres choses que vous voulez rajouter là, parce que justement tu as l'impression que tu as juste la partie comme à la surface là, Et c'est tout bête, mais j'ai aussi mis un petit coin café chez Physiobike. Il faut. Et ça c'est le truc tout bête parce que j'ai un petit bar, on peut s'asseoir, tu as des chaises hautes, donc en fait avant qu'on commence la séance, la majeure partie du temps on s'assoit, on discute un peu d'autres choses, donc déjà je trouve que ça j'ai le temps d'arriver, j'ai le temps de découvrir c'est quoi cet espace là que je connais pas, c'est qui la personne que j'ai en face de moi. On se rend compte que tout va bien se passer, je suis en confiance. Déjà là, il y a une petite discussion un peu informelle qui commence. Après, on commence l'entrevue, tranquillement. Et je pense que ça favorise le fait que la personne elle se livre plus facilement. Est-ce que cet espace-là, tu l'avais quand tu as pratiqué ta physio avant d'ouvrir ta clinique à toi, ou c'était voulu? Est-ce que tu savais la pertinence de ce coin café-là? Ah, moi, c'était ouais? C'était non, vraiment mais à part le fait que tu voulais faire du latte art, là, c'est ça que je veux dire. Point numéro 1. Point numéro 1. Effectivement. Je voulais une roquette. Exactement. OK. Est-ce que tu savais que ça allait être... Parce que je suppose que c'est comme... Tu t'es rendu compte de la pertinence de cette étape-là. Mais je pensais pas que ça pouvait être autant intéressant. Et puis là, je m'en rends compte de plus en plus que... Puis même si la personne ne boit pas un café, peu importe, mais... Finalement, au-delà du café, juste prendre le temps de peut-être parler un peu d'autre chose, laisser la personne arriver, montrer, regarde l'espace, te présenter, dire un peu c'est quoi ton parcours, etc. Puis après, commencer tranquillement. Ce qu'on va peut-être pas retrouver quand tu fais de la physio classique. Chez nous, on voit des patients toutes les 30 minutes. C'est ça. Donc la personne, elle arrive, tu as 30 minutes, montre-moi, voire moins, parce que tu as l'administratif à finir. Ouais. Et là, c'est compliqué de te livrer. Le temps humainement... disposé pour accueillir et comme plus restreint. Ouais. Alors que là, finalement, tu choisis. Là, j'ai choisi de faire 2 heures et demie de séance. Tu as le temps de discuter pendant 30 ou 40 minutes, si tu veux, voire plus pendant la séance. Ouais. Donc, en fait, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas la personne derrière qui attend. Et puis, ça, je pense que la personne, elle le ressent. Le fait que tu ne sois pas dans le rush et que tu sois à l'écoute. Quand on n'est pas... C'est sûr que quand on n'est pas pressé, même nous, là, en tant que professionnels, ça nous met dans une autre disposition. Ouais. Quand tu sais que tu as le temps de jaser, quand tu fais une guidoline, ou quand tu dévisses des trucs, il y a des moments dans une séance de positionnement où est-ce que tu as comme une intervention mécanique à faire. Au début, tu parles pas parce que tu es concentré à maîtriser la mécanique, mais il vient un moment où tu es capable de discuter en même temps que de faire une intervention de recul de selle. Fait que là, l'étape de la mécanique, là, c'est un peu là que je voulais orienter ma question, mais l'étape de la mécanique, toi, bon, tu es un cycliste, tu tripes sur le vélo. C'est quoi la... Il y a beaucoup de gens pour qui c'est intimidant le côté mécanique. Puis nous, dans les formations, on parle des rudiments. Mais il y a beaucoup de choses à savoir pour pouvoir articuler. Moi, j'ai un collègue à Québec, puis il m'a dit, il dit souvent, j'ai réussi à gagner la confiance de mon client en y parlant de un événement de mountain bike ou un modèle de mountain bike que je connais avec un true axle de 15 mm versus... juste en montrant que tu comprends la culture vélo, tu viens de faire le lien. Fait que ma question, je formule, pour la partie mécanique vélo, c'est quoi les étapes que tu as fait quand tu as voulu acquérir les compétences nécessaires pour être capable de travailler sur un bike fit? L'avantage, c'est que j'ai toujours un peu bricolé sur mes vélos. J'ai fait beaucoup d'erreurs, je pense. J'ai cassé pas mal, mais de mon côté. Et c'est quelque chose qui m'amusait. J'ai toujours fait l'entretien de mes vélos aussi. Donc, ça donne certaines habiletés, on va dire, à manier finalement les outils. Et ça, je pense que ça m'a pas mal aidé du coup à faire ça. Ça, je pense que c'est la plus grosse... On le voit dans les étudiants qui progressent rapidement, c'est que ça, c'est un capital vraiment important à bâtir, autant pour que le patient te fasse confiance que pour toi, tu peux réussir à te faire confiance parce que si tu es à l'aise à travailler avec tes outils de vélo, ben là, tu peux te concentrer sur ton job d'analyse. Exactement. Mais sinon, si tu es stressé à chaque fois de... Donc, s'amuser à changer les pièces, s'amuser à bricoler un petit peu son vélo, des choses toutes simples. On n'a pas forcément besoin d'être
Oui, parce que c'est pas de la grosse mécanique. On n'est pas en train de démonter des boîtiers de pédalier. Exactement, mais voilà, savoir bien manier la clé dynamométrique, etc. Bien mettre ta clé dans la vis pour pas la scraper. C'est des choses toutes bêtes, mais ça s'apprend à force de faire. Et puis, si tu as de l'intérêt à le faire, c'est encore mieux. Parce que du coup, tu n'as pas l'impression de perdre ton temps. Idéalement, oui. Idéalement. Sinon, tu vas te trouver que c'est très, très long. Mais pratiquer à côté, exactement. Toi, tu produis du contenu tu fais des conférences. C'est quoi tes activités de démarchage que tu utilises? Puis quelles sont les plus... celles que tu vois que tu réussis à capitaliser le plus pour faire rentrer des clients? Parce que souvent, c'est des questions que je reçois dans les formations. Puis je suis conscient que quand les gens regardent le contenu de Physio Vélo, ils sont comme, mon Dieu, je serais jamais capable de produire autant de trucs. Puis c'est bien correct. C'est pas je pense pas que l'objectif, c'est de créer beaucoup de contenu, mais il y a certaines stratégies comme des conférences, tout ça que toi, tu as adopté qui ont rempli ton horaire, là, finalement, sans faire de podcast ou des centaines de vidéos. Là. Ouais. Déjà, j'essaie d'être présent dans la communauté cycliste autour de chez moi. Mm-hmm. Donc, il y a les groupes rides qui se font, il y a les magasins organisés des événements, prendre part à certaines courses. Juste le fait de montrer que, OK, je suis cycliste, je fais partie de la culture vélo, ça te donne, je pense, une certaine légitimité aussi par rapport à ça. Puis à force de rencontrer du monde, tu commences à rencontrer aussi ceux qui gèrent les bike shops aussi. Ouais. Parce que finalement, ces conférences, je les ai fait essentiellement dans les bike shops. Donc réussir déjà à rentrer en contact avec les personnes qui gèrent les bike shops, te dire tiens, c'est intéressant ce qu'il fait lui. Ça pourrait aussi dynamiser l'activité du bike shop. Et à ce moment-là, tu crées une conférence, ça amène du monde, et puis ça crée un peu cette espèce tu deviens acteur de la communauté finalement. Ouais. Et puis je trouve que c'est un élément, je trouve, hyper important de montrer que tu fais partie de cette communauté culture. As-tu été créatif de la réaction des bike shops? Est-ce que tu t'appréhendais, tu savais pas trop comment naviguer, ou finalement c'était comme dans l'ouverture? Ouais. Au début, j'ai eu peur d'être vu comme un concurrent. Ouais. Je pense qu'il faut faire attention à son discours. On aurait facilement peut-être tendance à dire en séance... Ça serait quoi les erreurs qu'il faudrait faire attention? Parce que je pense que des fois, je dirais que personne fait du mauvais travail. C'est juste qu'on a tous des compétences et puis des connaissances qui sont différentes. En étant physio et en faisant un bike fit, tu as 100% du tableau clinique sous les yeux. Donc c'est peut-être pour ça que la qualité est peut-être différente et peut-être meilleure. Mais si tu commences à dire c'était le bike shop qui a fait le bike fit, c'est pas bon, la personne elle va parler de toi, ton point de vue, et ça va pas être bon, ce sera pas du tout productif. Non. Puis je pense qu'il faut pas du tout se passer comme un concurrent, mais plutôt comme finalement un service supplémentaire qui irait finalement en collaboration avec les services de bike fit qui existent déjà. C'est la suite logique du petit bike fit de 15 minutes là aussi. Exactement. Là, je te fais le bike fit dans le bike shop. Si ça se passe pas bien, va voir Ben. Ouais. Puis lui, il aura la vision. Et puis finalement, si tu arrives à travailler main dans la main avec les bike shops, eux, ils peuvent continuer à faire les bike fit. Tu leur piques pas les gens. Il y a évidemment certains bike shops, j'ai été un peu blacklisté au début, mais ils ont vite compris que, en fait, mieux vaut travailler main dans la main. On se pique pas du monde, puis en plus, on se renvoie la balle. Non, vous multipliez les pains. Ouais, exactement. Ce milieu-là de concurrence, finalement, à travers les conférences que tu as fait, quand tu fais une conférence, par exemple, j'enchaîne avec cette question-là, c'est quoi les sujets que tu vas aborder? C'est quoi tu vas faire? Il va y avoir des clients qui vont être invités. C'est quoi? J'en ai vu quelques-uns, des posts que tu as faites, fait que j'ai déjà une petite idée, mais je serais curieux de savoir, c'est quoi, en général, la structure de ta conférence? C'est quoi? C'est une demi-heure avec une demi-heure de questions? Ça a pas mal changé. OK. Là, la dernière, je pense qu'à chaque fois, il y avait des modifications auxquelles j'apportais. Okay. Puis là, ce qui était chouette, c'est que la dernière en date, il y a 2 semaines, 2-3 semaines dans un bike shop, je commençais la conférence en posant la question: OK, c'est quoi vos inconforts? Comme ça, les gens, ils amènent leur bagage. Cool. Fait que t'as expliqué déjà le monde au départ. Là. Ouais, exactement. Comme ça, les gens, ils disent il va parler de mes inconforts. Les gens, ils se sentent impliqués. J'ai commencé avec le message de c'est pas normal d'avoir mal. Donc, là, et puis après, je brodais un petit peu là-dessus en essayant de vulgariser un maximum. Ouais. Puis en fait, ça, tu le dis souvent dans les podcasts aussi, finalement, les gens, ils veulent toujours avoir les mêmes informations. C'est comment tu fais pour régler ta selle, c'est quoi l'inclinaison parfaite, comment je fais pour pas avoir mal au genou. Donc, le but, c'est de broder un petit peu autour de ces situations-là. Et puis, le fait d'inclure les gens, tu peux rebondir aussi sur leur situation. Ça amène des chouettes échanges. Ouais. Tu tiens un peu l'attention des gens en leur donnant des petits tips assez faciles, quoi. Puis après ça, c'est quoi le point positif pour le bike shop quand il t'invite de faire ça?
L'avantage, c'est que ça amène aussi du monde chez eux. Donc là, les conférences, on les a fait chez eux. Ouais. Donc là aussi, il y a une communauté autour du bike shop, puis ça dynamise un petit peu tout ça. Ah, ok, le bike shop, là, il a fait une soirée, c'était cool. On a fait un apéro après. Là, on a une prochaine conférence qui est organisée là, quand je vais rentrer là, en Suisse. Tu me donnes des idées, moi, je vais faire ça. On va faire, on a un social ride juste avant. OK. Puis après, on se retrouve tous à un endroit, on va rouler 1 heure. C'est pas le but. Tu vas pouvoir leur faire un plan de prescription. Tu vas dire, toi, t'es trop haut, toi, t'es. Ça, c'est pas mal, ça. Et puis après, on se voit tous ensemble, on fait un apéro, puis on fait une conférence. Là, on sera plusieurs pour le coup. OK. Tu vas avec ton collègue Sébastien? Non, je serai tout seul. Et puis, il y a une amie qui fait des tests de performance. Cool. Plus, il y a toute une communauté cycliste féminine qui s'est développée autour de chez nous. Nice. Donc, la conférence part de cette communauté-là, qui avait cette volonté de créer cet événement-là. Okay. Donc, on roule ensemble, on se retrouve, on discute, ride and talk. Nice! Ça, c'est cool. Ça m'a fait penser que je pourrais vraiment faire ça au Québec. Alors, message est lancé. Dans des bike shops, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Ouais. Une des choses que tantôt, je reviens sur un point qu'on a discuté il y a comme 5 minutes, quand tu parlais de ne pas dire qu'il y a personne qui travaille mal, tout ça. Moi, ce que je réalise, c'est que, veux pas, les gens ont reçu de l'éducation dans l'industrie du vélo qui est de mauvaise qualité, dans le sens que les gens ont beaucoup de... La selle est trop basse, t'as mal en avant du genou, la selle est trop basse. Tu sais, toutes ces affaires-là que tu continues même aujourd'hui de lire sur Internet, qui sont des raccourcis, parce qu'on ne va pas dire des faussetés, des fois c'est vrai, mais dans le sens qu'il y a beaucoup de raccourcis là-dedans qui continuent d'exister dans la tête des gens, parce que c'est comme des solutions, moi j'appelle ça des solutions simples à des problèmes complexes, là, ça n'existe pas. Ça fait que c'est comme un faux point de départ. Est-ce que tu as formé un peu les gens des bike shops? Non, mais je pense que ça peut être une bonne idée. Mm-hmm. Moi, je leur dis tout le temps quand j'en fais une, c'est je vais vous montrer à faire vous allez faire le meilleur bike fit possible en 15 minutes. Ouais. On va enlever tous les gros cailloux. Ouais. Le client va avoir confiance parce que vous allez avoir enlevé les gros cailloux. Puis après ça, vous ne voulez pas non plus facturer un service de bike fit parce que vous faites votre business model, c'est de la vente au détail. Ouais. Vous faites plus d'argent en vendant des bikes à plusieurs milliers de dollars qu'en facturant des services de bike fitting pour lesquels vous allez vous retrouver pas outillé si la personne continue d'avoir mal au genou. Vous vous tirez dans le pied, vous êtes mieux de faire le service de base. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on réussit à bien démarcher depuis déjà 2-3 ans. OK. Mais finalement, la conférence que je vais faire dans le bike shop, elle est aussi utile. Au gars du bike shop. Ouais, parce que finalement, il t'écoute, il dit « Ah ouais, OK, ça le rend alerte à ça peut être quoi les problèmes, comment ça peut être résolu ?» Et du coup, il te référera peut-être plus facilement les gens parce que tu lui as expliqué. J'ai aussi fait une conférence auprès de physio. Ouais. Donc là, c'était pas du tout avec des cyclistes. Okay. Donc là, j'ai été invité à l'hôpital orthopédique, là où j'ai travaillé au tout début quand j'ai commencé en tant que jeune petit physio. Nice. Donc j'avais 30 physios devant moi un matin à un colloque. Ça, c'est des physios de l'endroit, c'était pas des physios finissants, là? Non, c'est des physios qui travaillent dans cet hôpital. OK, fait que t'en avais de toute expérience. Ouais, complètement. Qui n'était pas du tout cycliste. Et puis du coup, c'est moi qui ai animé le colloque du matin pendant 1 heure. Wow. Et ça, c'était super intéressant que de rendre attentifs les physios qui, finalement, dès qu'ils auront une problématique en lien avec le vélo, OK, il y a Ben qui est là aussi. Il y a un service. Il y a des physios qui s'occupent de ça. C'était quoi le retour de ça? Les gens étaient super satisfaits, Et puis, ils ont trouvé super intéressant. Mm-hmm. Mm-hmm. Fait que l'éducation auprès des pairs. Moi, des fois, je pense à ça. Puis c'est sûr que de pouvoir faire de l'éducation auprès de... Tu sais, nous, j'ai l'impression, en tout cas, c'est un nouveau cours en ligne qu'on a sorti sur la prise en charge sans bike fit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intimidés. Tu sais, toi puis moi, on est passionnés, les vélos, on aime se jouer avec. Mais il y a beaucoup de gens qui sont intimidés par le fait de recevoir un vélo en clinique. Puis je les comprends parce que si c'était pas ma passion, probablement que je me serais pas lancé là-dedans. Mais il y a beaucoup d'éducation à faire sur... Maintenant, au Québec, je pense qu'on a atteint un point où les physios nous connaissent. Fait que les physios, quand ils ont un problème en musculo, puis la personne dit « j'ai mal en vélo », tu nous l'envoies. Mais tu sais, l'avantage de former... Puis ça, je parle pour les prochains étudiants qui veulent trouver une manière de bien démarcher. Tu sais, former les autres physios qui voient des cyclistes, mais qui sont pas capables de prendre en charge leur bike fit. Tu sais, quand tu formes un physio, tu viens de démarcher tous les clients du physio, là, finalement, qui ont un problème en bike fit. Fait que ça, c'est vraiment important. Chères auditrices, chers auditeurs, cette publicité s'adresse exclusivement aux professionnels de l'industrie du vélo qui souhaitent se former en
Bike Fitting. Donc, si jamais vous ne correspondez pas à ce profil, vous pouvez sauter sans problème cette annonce qui dure environ 60 secondes. Je vous laisse avec l'épisode. Si par contre, vous faites partie des chanceux qui travaillent dans le domaine du vélo et qui sont passionnés de vélo, sachez que chez Physio Vélo, on a formé plus de 1500 étudiants avec nos e-learning. Donc, vous avez des dizaines d'heures d'enseignement qui vous permettent de démarrer votre service d'études posturales et qui va vous permettre de travailler au quotidien avec des cyclistes tout en étant capable de prendre en charge leur pathologie et d'améliorer leur confort et leur performance sur le vélo. Si vous faites partie de la gang de chanceux qui sont aussi des physios et des kinés, sachez qu'on offre des formations, des séminaires en présentiel, la certification Physio Vélo Expert et la certification Physio Vélo Expert Plus pour devenir vraiment des experts de l'analyse et de l'évaluation de vos cyclistes. Donc, vous pouvez aller voir le calendrier qui est dans les liens sous le podcast, dans la description. Vous allez avoir le calendrier de formation 2025. Il reste quelques places, mais ça va partir très, très vite. Et on a aussi le curriculum de formation qu'on vous suggère. Donc, tout ça se retrouve en ligne directement à physiovélo.com. On espère vraiment vous retrouver et continuer d'émanciper les professionnels du vélo qui veulent devenir des experts dans la prise en charge des cyclistes. Sur ce, je vous retourne à l'épisode. Merci. Dans ton parcours de formation, tu es venu ici dans la grande région de Montréal, pas juste pour faire un podcast, on va se le dire. Tu es venu ici pour faire le niveau 2, où est-ce qu'on va s'attarder beaucoup au positionnement de vélo de triathlon, de vélo de montagne, gravel, cyclocross, toutes les autres disciplines. Puis le niveau 1, c'était vraiment un niveau où est-ce qu'on apprenait à faire positionnement sur vélo de route, connaître les bases. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus compliqué dans faire le positionnement d'un vélo de route de base dans les premiers temps? Est-ce que c'était plus au niveau de l'interface pied-pédale, de la selle ou du cockpit? Je pense que le plus dur, ça reste quand même la selle. Ouais, hein? Ouais, ça reste l'élément central. Ouais. Généralement, même si tu veux pas, c'est ça qui revient à chaque fois. C'est le nerf de la guerre, c'est là où tout se passe. Ouais. Et puis, tu peux résoudre tellement de problématiques avec juste la selle quand tu sais quoi faire. Et si tu trouves la solution, parfois tu modifies des choses au niveau de la selle, tu peux résoudre des choses au niveau des pieds, tu n'as pas touché les cales, tu peux résoudre plein de choses au niveau du cockpit, tu n'as pas touché le cockpit. La seule chose que tu as faite, c'est rendre stable le cycliste sur sa selle. Ouais. Donc c'est vraiment là où ça se passe le plus important. Ouais. Dans le futur, là maintenant que tu vas faire le niveau 2, je suis toujours un peu intimidé de... Tu sais comment je t'ai stressé de donner pour la première fois ce niveau 2-là. Parce que tu sais, même si, mettons, j'ai 10 ans d'expérience, puis on a créé des niveaux de formation, moi aussi, tu sais, je considère que je suis toujours en train de... Je n'ai pas de solution à tous les problèmes, tout ça. Qu'est-ce que... On parle souvent du niveau 2 en disant que c'est aller au-delà des angles. Ouais. Puis ça, aller au-delà des angles, ben on en parle des fois en voulant dire que tu as un cadre dans lequel tu peux travailler, puis des fois, ben tu ne respectes pas les barèmes. C'est quoi, tu penses qu'il faut apprendre pour sortir du cadre, pour réussir à naviguer en dehors du cadre? C'est quoi les éléments qui te permettent de naviguer en dehors du cadre? Ton raisonnement clinique. Ouais. Puis rester ouvert, être capable de justement mettre de côté ce que tu as appris. Ouais. Et puis, questionner la personne, rester ouvert. En fait, ce qui va être intéressant, puis c'est ça, du coup, que moi je viens chercher dans ce niveau 2, c'est quand tu as une situation qui devient problématique, quand tu commences à rentrer dans cette fameuse zone grise, en dehors des angles, en fait, ça va être quoi ton cheminement dans la tête? Tu vois, qu'est-ce que toi, tu vas avoir comme regard? Qu'est-ce que tu vas te poser comme question? Où est-ce que ça va te guider? J'ai mon petit hamster là, qui court, là, comme toi. Exactement, mais ça va être ça, finalement. Ouais. Mais je pense que c'est bon que tu me le dises, hein, parce que ça commence demain, fait qu'il faudrait que je planifie ça. Non, mais je rigole, mais le point, c'est que j'ai l'impression que tu deviens plus à l'aise à naviguer l'incertitude. Tu sais, j'ai l'impression, ce serait intéressant que tu me répondes dans 3-4 jours quand on aura fini le cours, qu'est-ce qui en est sorti, ou dans les prochains mois, là, tu pourras me faire le retour. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'une des étapes, une fois que tu maîtrises les grosses bases puis que tu veux sortir du cadre, c'est surtout que t'en as tellement vécu de situations où est-ce que ça fonctionnait pas, ton protocole, que là, tu fais plus confiance au fait que tu peux naviguer à l'écoute, tu peux naviguer. Exactement. Puis tu dis aux patients, c'est de mettre moi, je trouve que c'est beaucoup d'en définir le contexte dans lequel tu reçois le patient. Tu sais, dans le sens que le contexte dans lequel tu reçois le patient, c'est comme, ça fait, je sais pas moi, 6 mois, j'ai mal. Est-ce que vos attentes aujourd'hui, c'est que je résoudre tout lors de 2 heures, tu sais? Ben, si vos attentes, c'est ça,
moi, je veux juste vous mettre en garde parce que les chances que vous soyez déçus sont assez élevées. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas ressortir de ça. Mais là, on a fait 3 jours d'observation à la clinique. Puis les choses qui sont... On a-tu des situations compliquées de trouver dans les 3 jours d'observation? C'était pas des situations compliquées, mais du coup, moi, je rebondis un peu sur ce que tu dis, où ce qui est intéressant, c'est que au fil du temps, t'aiguises ton discours, t'aiguises le message, tu apprends à... Ça me fait... Je vais te raconter de quoi après, vas-y. Ça me fait penser à quelque chose. Et puis, et du coup, quand t'aiguises ton discours, que finalement, tu poses un cadre, tu dis que l'incertitude, elle est là, en fait. Moi, j'ai pas la solution miracle. Quand la personne en face de toi, le cycliste, a compris ça, et les bases, elles sont posées. Et puis, tu sais qu'on peut aller de l'avant, on va tester des choses, ça marche, ça marche pas. Et puis, dans les messages que tu vas transmettre à la personne, ça va faire que ça va probablement mieux passer si ça se passe moins bien. Exact. La personne, elle a confiance en toi. Mais je pense que, justement, c'est ce qui va aussi être amené au niveau 2. C'est ce qui a été super intéressant d'observer ces 3 derniers jours. C'était pas forcément des situations très complexes. Non. Mais c'était des situations où c'était un vélo hybride, une personne qui roulait peut-être pas forcément beaucoup, mais qui avait beaucoup de questions, il y avait beaucoup d'éducation. Et puis là, ça passe par ton discours, ça passe par ton éducation, c'est quoi les mots que tu vas utiliser. Et puis moi, je pense que c'est surtout ça un peu le nerf de la guerre finalement. Savoir régler une selle, au bout d'un moment, tu sais le faire, savoir... tu vois, les compétences un peu techniques, tu les as vite acquises. Puis après, je pense que plus de 50% du travail, ça va être justement de savoir reconnaître à qui en face de toi, c'est quoi ton message, c'est quoi ton discours, comment tu vas le verbaliser, quel vocabulaire tu vas utiliser, etc. C'est drôle que tu dis ça parce que ce que ça m'a fait penser, c'est que le choix des mots, on a passé tellement de temps, Christina, Pierre-Olivier puis moi, on s'est pas obstiné, mais on a débattu sur le bon mot à utiliser dans le contenu, dans le cours en ligne. Là, on pouvait passer 15 minutes, on était comme non, moi j'ai dit je pense qu'il faut l'enseigner en disant ce mot-là parce que c'est plus nuancé que l'autre mot. Puis si on fait ça, les étudiants peut-être qu'ils vont comprendre que c'est trop une certitude, puis il faut qu'ils... Fait que tu sais, moi je pense que c'est intéressant que tu aies sorti ce point-là parce que à chaque fois que on se fait des interactions, Pierre-Olivier, Christina puis moi, dans notre conversation de groupe, souvent, on s'ostine sur le choix de mots. Parce qu'on est comme... L'autre jour, j'ai préparé des caoutes, là, des questionnaires qu'on va faire dans la formation. Puis là, il me disait « Ah, je suis pas d'accord avec la réponse à cette question-là. » J'ai dit « Parce que vous êtes tombé dans mon piège. J'ai utilisé ce mot-là. Okay. » Fait que là, on débat souvent de ça. Mais je pense que c'est super important parce que des fois, moi, là, je me sens pas compétent. Okay? En tant que physio, on fait toujours la blague que mes collègues sont bien meilleurs que moi comme physio. Puis moi, je suis comme la partie vélo de physio-vélo. Mais au final, ce que je me suis rendu compte, c'est que des fois, mes collègues vont me passer des cas complexes que je me sens pas plus habilité qu'eux à gérer. Par contre, il y a une affaire qui rend ça vraiment peut-être plus facile pour moi, c'est que les gens ont un plus... C'est comme si à cause qu'ils m'ont vu tout le temps sur leur téléphone ou sur leur ordinateur, il y a comme une espèce d'aura là, mythique qui se crée que les gens pensent que... Mais au final, ce que j'utilise le plus, c'est pas le fait que je le sais, c'est le fait que je suis à l'aise de dire que je le sais pas. Tu sais, dans le sens que si... Pour les gens, ils ont confiance en ce que je leur dis, puis que je leur dis que je ne le sais pas, là, c'est là que la discussion commence. Dans le sens que là, je ne sais pas encore, je n'ai pas récolté l'info, ou les gens arrivent à la séance, après 5 minutes, ils me disent « Mais moi, je veux savoir si c'est la bonne paire de chaussures. » Je dis « Je vais probablement pouvoir vous répondre vers la fin de la séance, mais là, pour l'instant, j'ai besoin de récolter de l'info. » Fait que je pense que le choix des mots dans le contexte, souvent, il y a des gens qui ont juste besoin d'avoir un genre de cadre pour se faire rassurer sur le fait que ça va prendre du temps. Exact. Puis là, après ça, toi, c'est l'étape de dire faut que je me fasse confiance que je suis pas capable de solutionner ça rapidement. Puis qu'on va faire des tests, puis qu'on va essayer de faire le meilleur move aujourd'hui avec ce qu'on a comme info, puis on va voir ce que ça donne. Fait que ça, je pense que tu as raison. Le choix des mots est super important. Les prochains jours, ça va être un... Tu sais, oui, on va parler de technicité, on va faire des patients. Puis je pense que ça va être important de voir, tu sais, saisir la personne devant toi. Souvent, on a des gens qui peuvent être anxieux sur certains points parce que, par exemple, moi, je trouve un cas difficile, c'est le cas où tu as des patients qui ont fait plusieurs fits. Puis là, ils viennent te voir. Ils ont déjà dépensé beaucoup d'argent. Ils ont acheté des selles. Des fois, les gens arrivent avec leur sac. Hein. T'as-tu déjà fait ça? Oui. Amener une petite boîte avec genre... Exactement, 3 potences, 4 selles. 4 selles. Puis là, tu te dis, OK, il y a comme 1500 $ ici qui étaient dépensés puis ils sont pas encore confortables. Fait que là, la pression est encore plus haute. Puis là, moi, tu sais, ça continue de me rendre un peu dans l'anxiété de performance, dans le sens que là, je me dis, bon, j'espère juste qu'il y a un gros caillou
qui a été manqué. Ouais. Puis finalement, des fois, il y a des cas où les cas les plus tough, c'est où il n'y a pas de gros cailloux. Ouais. On cherche. Puis là, ben, tout ce qui te reste je sais pas si je fais la bonne chose, mais ce qui te reste à faire, c'est de remettre le contexte, de dire, on va essayer de refaire un peu de vélo. On va essayer de remettre en place, comme une genre de... comme une rétroaction positive avec le fait de faire du vélo. On va en faire, comme un peu la course à pied. On va essayer de reloader juste tranquillement. Puis, tu sais, des fois, c'est genre la relation. Je sais pas si tu as vu ça des fois en entraînement. C'est la relation avec comment le corps réagit à l'entraînement. Les gens, ils ont une prémisse peut-être que, tu sais, s'ils s'entraînent fort, automatiquement, le training, il va bien passer, il va être bien absorbé par le corps. Alors qu'avec les vies qu'on mène, quand on est un amateur cycliste, là, on a beaucoup de stresseurs. Ça fait que souvent, j'essaie d'aller questionner vraiment en dehors du champ physio, sur la charge d'entraînement. C'est quoi votre perception d'une charge d'entraînement adéquate? Puis là, tu sais où ce que... Tu leur fais comprendre que c'est multifactoriel. Ouais. Comment tu te sens sur ton vélo, c'est régi par est-ce que tu as bien dormi, est-ce que ça se passe bien à la maison. T'en vois-tu beaucoup, toi, des erreurs d'entraînement? Ouais. Où tu vois, en fait, si tu questionnes un tout petit peu, tu te rends compte que la personne, elle fait, je sais pas, 300 km par semaine, elle travaille à 100%, elle a 2 enfants en bas âge. Elle s'entraîne tout le temps à FTP. Ouais, exactement. Et puis là, tu commences à dire, il commence à y avoir beaucoup de... Je sais pas comment vous faites. De paramètres. Et puis, s'appuyer sur ce genre de clair. paramètres-là. Justement, il y a des situations où, comme tu dis, parfois, il n'y a pas de gros cailloux. Mm-hmm. Là, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire pendant ce bike fit? Mais ce matin, on était chanceux parce qu'il y avait le cas de... fallait changer la selle. Ouais. Mais, tu sais, c'était une chance qu'on avait cette porte ouverte-là. Ouais. Mais venir s'appuyer sur la partie plus physio. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. En fait, c'est ça. Oui, t'as raison. Je me rends compte que parfois, je reviens beaucoup sur la partie physio. Puis en fait, les gens, ils comprennent aussi ça. OK, là, le vélo, on est plutôt pas mal. Ouais, on a tout cherché. Là, le problème, tu sais, on va... tu refais peut-être 1 ou 2 tests. Les gens, ils disent, il y a peut-être ça à travailler. OK. Ouais. Puis tu leur fais comprendre que ça peut avoir un impact, que ça vaut la peine de le travailler. Si on s'adresse aux physio, dis-moi, c'est quoi tes tests... tes genre 3-4 mouvements préférés pour évaluer un cycliste rapidement. Mettons que tu prends pas une demi-heure pour le faire. Le distance doigt-sol, ça c'est assez rapide. Tu couches sur la table, tu vois le SLR. Comme ça, tu peux distinguer la mobilité ischio par rapport au dos. Les hanches, ça je pense que c'est l'articulation qui me fascine de plus en plus. Il y a tellement de choses à faire autour de la hanche. Donc là, tu vois tout de suite aussi comment est-ce que la personne elle bouge, sa capacité. J'invite les gens à aller écouter le podcast sur la hanche que j'ai fait avec Pierre-Olivier. Très bon, ça donne de super bons tips. Je pense que moi aussi, je suis passé à côté pendant longtemps. Une chance que j'ai connu Pierre-Olivier parce que il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Puis pour le coup, j'ai appris beaucoup de choses avec votre formation. Et puis ça te donne des tips qui sont faciles à appliquer. Mais oui, hanche. Et j'aime beaucoup tout ce qui va être un peu test fonctionnel pour distinguer force gauche, jambe gauche, jambe droite au niveau des membres inférieurs. Un sit to stand, un petit latéral step up. Des choses toutes simples, mais tu peux mettre en avant des choses qui peuvent t'aiguiller après, par la suite. Et donner du sens. Et puis te permet d'avoir des arguments sur quelle intervention tu peux faire. Fait que est-ce que c'est ça le conseil sur lequel on finit? Est-ce que c'est ça le conseil qu'on donne aux nouveaux passionnés de bike qui sont physio, qui veulent se lancer? Est-ce que c'est le fait de faire confiance à la physio? C'est quoi, tu penses? Ouais, je pense. Les gens, ils viennent, je pense, essentiellement nous voir parce qu'on a cette casquette de physio. Et ça, je pense que ça ressort. Pas toutes les séances, mais presque. Je suis venu vous voir parce que vous êtes physio. Donc vraiment mettre ça en avant, vraiment pas perdre, je pense, d'horizon le fait que... Comment t'as fait pour être confiant de ta physio à travers le bike fitting? Parce que tu as gradué en 2017, fait que le temps de physio que tu as eu avant de commencer le bike fit n'est pas si long, tu sais. Et pas si long, mais comme je te disais avant, je pense que je suis arrivé à un stade où je me sentais assez en confiance pour plus ou moins prendre en charge à peu près n'importe quoi au niveau musculo. Et si je suis pas capable, je réfère. Donc je me sentais déjà bien en confiance au niveau physio. Donc finalement, après, il y avait juste la partie un peu bike fit à venir bosser. Et Moi, on dirait ce que j'aurais le goût de dire aussi, c'est que la partie physio n'est pas très compliquée. Dans le sens que je trouve qu'en bike fitting, si tu es capable d'évaluer un SLR, si tu es capable de faire une mobilité de hanche, déjà, tu as des gros points qui sont faciles à... C'est pas de la physio très complexe. Non, c'est pas de la physio, c'est pas de la thérapie manuelle avec du ressenti ultra compliqué. Tu as de la biomécanique assez claire sur un vélo, tu as des points d'appui, puis tu sais...
moi, c'est ça qui me fait triper sur le bike fit, c'est que rapidement, tu changes la biomécanique de quelqu'un. C'est pas comme la course à pied. Ouais, exactement. Tu changes les points d'appui, la personne, elle ressort de ton bureau avec une nouvelle biomécanique. C'est dangereux dans un sens parce que si tu fais trop de changements, ça peut blesser. Mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ça? Non, mais juste qu'en très très peu de tests, tu sais à qui tu as affaire en face de toi. Exact. Et tu dis, OK, là, telle personne... La personne, elle bouge pas pantoute, elle bouge trop. Puis moi, généralement, ce que je fais, c'est que, OK, notre examen clinique, il va nous permettre de savoir comment est-ce qu'on veut que tu sois ou comment on veut que tu sois pas sur ton vélo. Puis on va pouvoir faire... que tu peux tolérer ou non. Ouais, exactement. Puis ça va guider nos interventions. Puis ça t'aide pas mal. Merci, Ben. Avec plaisir. On se revoit au prochain épisode. Je vais essayer de peut-être t'inviter à distance. Ça va être plus simple que de prendre l'avion pour venir au podcast. Effectivement, ça coûte un peu cher sinon. Merci, Ben. Ciao. Chères auditrices, chers auditeurs, merci de votre confiance. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, comme ça on va se retrouver la semaine prochaine. En 2025, on sort un podcast par semaine en alternance. Vous avez des entrevues une fois ou 2 semaines avec moi et vous avez le parcours fabuleux de ma collègue Gabrielle Théoret vers son premier demi-Ironman, donc la série de 0 à 70.3 que vous suivez peut-être déjà, qui est fort intéressant. Vous avez la chance de rentrer vraiment dans la tête là, d'une débutante en triathlon qui veut réussir sa première distance demi-Ironman et je vous invite à suivre le podcast Jamais assez. Donc en alternance, 1 semaine sur 2, on fait des entrevues de fond et 1 semaine sur 2, vous avez le parcours de 0 à 70.3 de ma collègue Gabrielle Théoret. N'hésitez pas à partager avec les autres passionnés de sport que vous connaissez. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!